L'abolition de l'esclavage en 1865, sanctionnée par l'adoption du 13e amendement de la Constitution, ne signifie en rien égalité de droits entre blancs et noirs. Les États du Sud, ex-confédérés, mettent en place une législation connue sous le terme générique de Jim Crow Laws, visant à instaurer un véritable régime de ségrégation raciale et à écarter la population noire des urnes par des méthodes indignes, telles qu'un contrôle de connaissances infligé aux seuls électeurs de couleur par le biais de clauses d'antériorité ou grandfather clauses. Ces dernières dispensaient les descendants de citoyens disposant déjà du droit de vote avant le début de la guerre civile de l'obligation de se soumettre à ces contrôles. La discrimination visait ainsi les électeurs noirs sans qu'il soit fait mention de la couleur de leur peau. De cette façon, le texte du 15e amendement était appliqué à la lettre. Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne sera dénié ou limité par les États-Unis ou par aucun État pour des raisons de race, de couleur ou de conditions antérieures de servitude. En 1896, la Cour suprême des États-Unis entérine de fait la légalité de la ségrégation en édictant le nouveau principe de séparés mais égaux, contenu dans l'arrêt Plessy v. Ferguson, qui n'est qu'un subterfuge juridique permettant de contourner la clause du 14e amendement qui garantissait l'égale protection des lois à tous les citoyens. De fait, la fin de l'esclavage ne modifie pas radicalement le quotidien des Noirs américains, qui se heurtent à ce qu'il est coutume d'appeler la color line, en deçà de laquelle pauvreté, chômage, violence, lynchage étaient quasiment monnaie courante. La réaction de la population noire prend alors deux formes antinomiques, incarnées par Booker T. Washington d'une part et William E.B. Du Bois de l'autre. Le premier était partisan d'une position conciliante, invitant les Noirs américains à se conformer aux us de la majorité blanche, à la recherche de progrès économiques individuels censés préparer leur intégration à la communauté nationale. Du Bois, membre fondateur de la NAACP, à l'inverse, défend les actions plus radicales, exigeant des autorités des réformes draconiennes et promouvant un accès de la population noire dans son ensemble aux droits naturels qui leur ont été jusque-là déniés, quoi qu'ils figurent dans la Déclaration d'indépendance. Dans les années 1910-1920, la Renaissance de Harlem est un mouvement artistique par lequel les Noirs américains peuvent affirmer l'existence d'une identité culturelle forte qui postule le respect des droits dus à tout citoyen américain. La présidence de Franklin Roosevelt ne sera guère réformiste et la question noire ne sera pas la priorité d'un exécutif progressiste, mais soucieux de ne pas s'aliéner les électeurs du Sud acquis aux thèses du Parti démocrate, le Solidly Democratic South. En dépit des mouvements de protestation, il faudra attendre l'entrée de Truman à la Maison-Blanche pour qu'un pas significatif soit fait, avec la décision de mettre fin à la ségrégation dans l'armée américaine. Les actions ponctuelles se poursuivent au cours des années 1950, où la justice est régulièrement saisie au niveau local comme fédéral pour exiger une réforme de fond du statut de la population noire aux États-Unis. Un tournant décisif viendra en 1954, où la Cour suprême, présidée par le juge libéral Earl Warren, décide de renverser l'arrêt de 1896 et fait avec l'arrêt Brown v. Topeka Board of Education une lecture nouvelle du 14e amendement, en statuant que la doctrine en vigueur depuis 1896, loin d'assurer les droits immuables des Noirs américains, a pour résultat de les discriminer. La décision rendue dans le cadre d'un procès portant sur le droit des enfants noirs à fréquenter les mêmes écoles que les enfants blancs stipule avec clarté que dans un contexte scolaire, la séparation raciale est par nature facteur d'inégalité. La Cour suprême exige la fin de toute ségrégation dans les écoles publiques, décision qui soulève l'hostilité des États sudistes qui, pour la plupart, refusent d'appliquer un arrêt jugé inique et attentatoire à leurs droits protégés par la Constitution. La protestation est orchestrée par des élus sudistes remontés contre les autorités fédérales avec signature en 1956 du Southern Manifesto par 101 sénateurs et représentants du Congrès, dont 99 sont membres du Parti démocrate. La contestation se radicalise à la faveur de cet arrêt de la Cour suprême, si bien qu'elle ne se cantonne plus aux tribunaux, mais déborde largement dans les actions de rue. Rosa Parks, figure emblématique du mouvement des Civil Rights, refuse le 1er décembre de céder son siège à un passager blanc dans un bus de la ville de Montgomery, en Alabama, et déclenche un vaste boycott du réseau de transport local, lequel se poursuivra pendant une année.
C'est dans ces circonstances que le jeune pasteur baptiste Martin Luther King émerge comme champion de la cause noire, obtenant de la Cour suprême par l'arrêt Browder vs. Gale qu'elle ordonne une déségrégation totale dans les transports. Ces avancées restent cependant très fragiles et le lynchage de l'adolescent Emmett Till au Mississippi démontre tout le chemin restant à parcourir. De même, une violence extrême est déclenchée par les racistes blancs contre les voyageurs de la liberté ou Freedom Riders, avec passage à tabac des militants où se mêlent activistes noirs et réformistes blancs. La fin des années 50 voit se constituer et prospérer diverses organisations qui font pression sur les autorités par divers moyens, comme le sit-in de Greensboro en Caroline du Nord, qui fera des émules, ou les manifestations qui culminent avec celle célèbre de Washington, D.C., où Martin Luther King prononce son discours passé à la postérité et lancé par son inoubliable « I have a dream ». Le démocrate texan Lyndon Johnson, à qui échoua la présidence américaine au lendemain de la mort brutale de John F. Kennedy, s'attachera à parachever les projets de son prédécesseur en faisant adopter les Civil and Voting Rights Acts de 1964 et 1965, lesquels mettent une fin théorique à toute forme de discrimination. Curieusement, et de façon assez paradoxale, ces avancées majeures, loin d'apaiser le climat de tension de l'époque récente, voient au contraire se radicaliser le mouvement des Afro-Américains. C'est l'heure où apparaissent le Black Power et les Black Panthers, où éclatent les révoltes de Watts, de Cincinnati, Detroit ou encore Newark. L'autre paradoxe est certainement que ces révoltes spontanées concernent uniquement les villes du Nord ou de l'Ouest, comme Los Angeles, pourtant moins exposées au racisme viscéral qui sévit depuis toujours dans les États du Sud. La réponse est peut-être dans le fait que la discrimination de jure n'implique ni ne garantit la discrimination de facto. Et la communauté noire est bien contrainte d'en conclure que le racisme est un phénomène national et non pas circonscrit aux États du Sud. Peut-être est-ce là la raison profonde pour laquelle les sudistes quittent massivement les rangs du Parti démocrate, jugés traîtres à la cause, pour se rallier temporairement au mouvement ségrégationniste de George Wallace, avant de rejoindre les républicains qui aujourd'hui règnent en maître dans le Sud profond.